Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Il y a quelques heures, dans la nuit du 26 août, Donald Trump a estimé que c'est l'Europe qui devait apporter, je cite, des garanties de sécurité significatives à l'Ukraine. Le rôle de Washington, selon lui, sera plutôt de soutenir Kiev que de jouer un rôle prépondérant. La pression est donc sur les Européens qui doivent apporter ces garanties, mais le peuvent-ils alors qu'ils semblent acculés avec Volodymyr Zelensky? De son côté, pourquoi Poutine temporise-t-il face à l'idée de Donald Trump d'une rencontre avec le dirigeant ukrainien? Quelles sont les révélations sur les exigences russes pour mettre fin au conflit? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je reçois Raphaël Auclair, spécialiste de la Russie et co-auteur avec Pierre de Jong de l'essai Poutine Lord of War. Raphaël Auclair, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence ici. Raphaël Auclair, question simple, faussement simple pour commencer. 90% des commentateurs, après les rencontres de Trump avec Poutine puis avec Zelensky, estiment que rien n'est annoncé et se disent déçus par les initiatives du président américain. Raphaël Auclair, faites-vous partie de ces 90-95% de commentateurs? Non, pas du tout. Je pense que le sommet d'Anchorage et ensuite les rencontres de Washington ont été essentielles et ont marqué un véritable tournant, à tel point que je pense que cela marque même un changement de paradigme à la fois spatial et temporel. Alors spatial parce que Anchorage se trouve à 9000 km de l'Europe et donc on voit vraiment que les présidents américains et russes ont décidé vraiment de faire un glissement vraiment illustré, spatial, de l'Atlantique au Pacifique, on en parle depuis longtemps, et également un changement de paradigme temporel, parce que selon moi, on a assisté en direct pratiquement à Anchorage à la fin du monde de guerre froide, qui regroupe à la fois la guerre froide elle-même et ce qu'on appelle le moment unipolaire, c'est-à-dire la période entre 1991 et 2022. Ça y est, on est passé à quelque chose de complètement différent. Alors, on n'est pas encore dans le nouvel ordre mondial, il y avait Yalta, et là, on va en avoir un nouveau, on n'y est pas encore, mais disons que là, on a quitté l'ordre de Yalta, on est dans une période de transition, de turbulence qui est entre les deux. On est dans la transition, mais maintenant, ça y est, dans la transition, le monde de Yalta est officiellement fini, selon moi. Officiellement fini, avec des heurts, sans douleur, quand même un petit peu. Ah oui, c'est compliqué, évidemment. Après, on peut remarquer que maintenant, il y a une véritable alliance entre Poutine et Trump. Alors évidemment, chacun a retenu Alors c'est paradoxal parce que tous deux sont des hommes de la guerre froide, puisque Trump est né en 1946, Poutine 6 ans plus tard. Donc ils ont vraiment, ils sont nés pendant la guerre froide et ils ont grandi à l'ombre des ogives de la guerre nucléaire, de la course aux armements. Donc c'est un monde qui leur est entièrement familier. Donc on pourrait croire qu'on est encore dans la guerre froide. Mais évidemment, on sait que ce sont des personnalités exceptionnelles. Ils sont tous les deux, on peut les critiquer, mais ce sont évidemment des personnages très intelligents et qui ont surtout retenu beaucoup de leçons de ces 80 ans passés, dans lesquels ils ont vécu, dans lesquels ils ont agi, puisque tous les deux étaient vraiment investis, que ce soit dans le monde des affaires ou dans le monde de la politique. Ils connaissent parfaitement, disons, le monde du pouvoir de l'intérieur. Et ils en ont tiré les leçons. Donc, on peut voir que, ils ont eu une rencontre qui a été à l'évidence cordiale. On voit qu'il y a vraiment un respect mutuel. Est-ce une alliance objective ou une alliance délibérée? Vous avez l'air de dire que c'est une alliance délibérée, qui sont les meilleurs amis du monde en dépit des déclarations successives. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, ce n'est pas non plus les alliances du monde, ils restent quand même tout à fait lucides. Chacun défend ses intérêts. Les deux, on le sait, que ce soit Poutine ou Trump, sont des partisans de, on pourrait dire les deux, Make America Great Again ou Make Russia Great Again. Ils ont à peu près le même slogan, les deux pourraient mettre presque la même casquette. Mais les deux, et ils ont conscience évidemment que ces intérêts sont bien souvent contradictoires, mais aussi certaines fois qu'ils peuvent se rencontrer. Et d'ailleurs, il y a 3 jours, Poutine, lorsqu'il a été présent, il a fait un discours pour les 80 ans de l'énergie atomique. Il faisait un discours devant les jeunes chercheurs. Il a dit, nous voyons, au sujet de ses relations avec les États-Unis, nous voyons désormais la lumière au bout du tunnel, et je pense
que, alors la citation, c'est « Je pense que ces premiers pas qui ont été effectués donc à Anchorage sont les premiers vers un retour de la normalisation des relations avec les États-Unis ». Donc on se retrouve avec une situation assez paradoxale, c'est-à-dire que les têtes de pont des deux blocs anciens, hein, donc à chaque fois donc Occident et Est russe, finalement se sont tendus la main parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts en commun, ils l'ont bien compris, on pourra y revenir. Mais, et donc, on voit donc les décideurs européens qui se retrouvent un petit peu à la traîne des États-Unis. Géographiquement, comme vous l'avez dit, l'Alaska étant... Et politiquement, et qui se retrouvent en fait plus atlantistes que les États-Unis, qui ont fait la part de leurs intérêts, qui ont fait preuve de discernement, et qui voient tout l'intérêt qu'ils peuvent avoir à collaborer avec les Russes. Alors nous allons revenir sur les intérêts que vous évoquez pour cette alliance objective ou délibérée, une nouvelle alliance renouvelée entre Washington et Moscou. Mais avant cela, il y a une information fondamentale qui rebondit un peu sur vos propos, sur l'actualité. C'est celle de Reuters, vendredi dernier, qui a dévoilé, citant trois sources proches du Kremlin, les exigences russes en vue d'un accord sur l'Ukraine. Alors, je vous propose, Raphaël Leclerc, un résumé de celle-ci parce qu'elles en disent long sur l'état d'esprit de Moscou, du Kremlin. Écoutons cela. Au cœur des exigences russes, le Donbass, dont les forces ukrainiennes devraient se retirer complètement. Bien sûr, selon Moscou, Kiev doit aussi renoncer à rejoindre l'OTAN et s'engager à rester neutre. Et aucun déploiement dans le pays de troupes occidentales, y compris de forces de maintien de la paix, n'est acceptable pour la Russie. Vladimir Poutine demande de surcroît un engagement juridiquement contraignant de l'OTAN pour arrêter son expansion vers l'Est. Des restrictions sur la taille et les capacités des forces armées ukrainiennes sont de surcroît sur la table. Reste que Moscou a admis plusieurs concessions. D'abord le gel des lignes de front actuelles à Zaporijia et Kherson. La Russie renoncerait donc au contrôle total de ces provinces, contrairement à ses demandes de juin 2024, et abandonnerait les portions des régions de Soumy, Kharkov et Dniepopetrovsk qu'elle occupe actuellement. Enfin, Moscou est ouvert à un accord trilatéral Russie-Ukraine-États-Unis, reconnu par l'OTAN, avec des garanties de sécurité des grandes puissances. Il faut enfin noter le retrait des sanctions occidentales dans les points submentionnés, ainsi que l'interdiction de la glorification du nazisme et le refus de la présence de troupes occidentales n'écartent pas la fin d'une aide militaire étrangère. Quelques concessions de la part de Moscou donc, mais la grande inconnue, c'est évidemment, nous en avons parlé en introduction, les garanties de sécurité. Moscou avait l'air d'en accepter l'idée à la suite du sommet d'Anchorage en Alaska, mais en pratique, l'Europe veut des troupes sur le terrain, inacceptable bien sûr pour Vladimir Poutine. Et autre point incontournable, le refus de Zelensky d'abandonner le Donbass. Il dit, et de facto, difficile de le contredire là-dessus, les lignes de défense ukrainiennes y sont les plus solides et donc il ne veut pas reculer. Qu'en pensez-vous, Raphaël Leclerc? Peut-on trouver une piste de sortie malgré ces exigences de part et d'autre qui semblent quand même difficilement réconciliables? Oui, tout à fait. Non, on ne pourra pas trouver de porte de sortie. Je pense que vraiment le conflit va vraiment se régler sur le terrain. Tout d'abord, en ce qui concerne les garanties de sécurité, c'est une sorte de... de machin, pour reprendre une autre expression, qui a été inventé par Zelensky et les Européens et qui, à mon sens, vise à retenir les États-Unis en Europe. Parce qu'on voit bien, Donald Trump l'a signifié à maintes reprises, qu'ils veulent un désengagement européen. Et là, c'est une façon, d'une certaine manière, pas de contraindre, parce qu'ils n'ont pas la possibilité, mais disons, d'exiger, de demander, de supplier aux États-Unis de rester en Europe en garantissant, en étant les garants de la sécurité de l'Ukraine. Alors pourquoi c'est absurde et c'est complètement incohérent, en fait, ces garanties de sécurité? Parce que, d'une part, ce genre de garanties ne peuvent être formulées qu'après un accord de paix. D'ailleurs, c'est ce que disent les Européens. Ils disent après un accord de paix, mais c'est justement, on ne peut pas les définir tant que l'accord de paix lui-même n'a pas été conclu. Donc, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, pour vous, Raphaël Leclerc, il faudrait définir ces garanties de sécurité à partir du moment où en fonction du rapport de force aurait admis la cession de certains territoires, etc. C'est-à-dire en fonction de l'accord de paix qui est conclu, d'une part, et qui reflète le rapport de force sur le terrain. D'autre part, c'est vrai que les garanties de sécurité aussi
si vous voulez, ça pose un problème parce qu'elles sous-entendent quand on parle de forces de maintien de la paix, qu'il peut y avoir un retour du conflit. Et ça va complètement à l'encontre de la vision russe qui entend, elle, que justement, on va conclure un accord de paix définitif. Et normalement, les accords de paix le sont. Alors c'est vrai qu'on peut penser à l'exemple de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, dont les failles ont donné lieu à la Deuxième Guerre mondiale, mais quand même dans l'histoire, la plupart des accords de paix, quand on prend, avant le 19e siècle, etc., même les guerres qui étaient plus proches de nous, mais bon, si on prend par exemple le Congrès de Vienne, ça a quand même stabilisé la sécurité de l'Europe durablement, et donc c'est ça que veulent les Russes. Emmanuel Macron parle de force de réassurance. J'imagine que vous ne partagez pas tout à fait le qualificatif. Pour vous, cette présence de troupes menacerait la situation, pourrait provoquer une nouvelle escalade. Oui, tout à fait, parce que les Russes, ils sont totalement hostiles de toute façon. Ils veulent parce qu'ils savent très bien que si cette force de réassurance est autorisée juridiquement à être présente, ce sera en fait le début du réarmement de l'Ukraine. Donc ils voient bien, eux, leur but. En fait, les Russes n'ont pas du tout varié depuis, on peut dire, 1991, depuis la déclaration d'indépendance de l'Ukraine. Et les Russes le mettent souvent, il faut le dire à juste titre, en avant ce point. C'est-à-dire que l'Ukraine a obtenu son indépendance en inscrivant dans sa constitution qu'elle demeurerait un État neutre et dénucléarisé, ou qui ne menace pas la paix de la sécurité ni la paix russe. Voilà, donc revenir sur cela, se relancer dans une course aux armements, ça va à l'encontre des intérêts russes. Et bon, il faut quand même un petit peu avoir à nouveau les pieds sur terre, parce qu'on ne peut pas vouloir parvenir à un accord de paix avec quelque pays que ce soit, et là c'est la Russie, en niant complètement les intérêts de sécurité de ce pays. Donc là, en ce qui concerne la force de rassurance ou de maintien de la paix, ça va complètement à l'encontre des demandes russes. Donc au bout d'un moment, il faut en tenir compte si on veut conclure la paix et ne pas s'inscrire dans un conflit qui n'en finit pas. Et sans doute à l'encontre des demandes des peuples européens qui sont aussi concernés dans l'affaire. Poutine a été invité par Donald Trump à rencontrer Zelensky, bien sûr, le 24 août. Sergueï Lavrov précisait à MSNBC la position russe. Le président russe se dit prêt à rencontrer le dirigeant ukrainien, mais il ne veut pas d'une rencontre pour rien. Est-ce bien cela ? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi pour rien ? Alors, ce pour n'est rien, pas rien de rencontrer son ennemi. Si, ça ne sert à rien, parce que si c'est pour se rencontrer et que rien n'est conclu, ça ne servira à rien. Et c'est bien ce qui s'annonce, puisque Zelensky a décrété a priori qu'il refusait la cession de tout territoire. D'autre part, le 21 août, il a exclu catégoriquement de reconnaître tout statut à la langue russe, alors que c'était normalement dans la constitution, la constitution de l'Ukraine, mais justement la personne qui est commissaire pour la défense des langues officielles a proposé la suppression de tout statut à la langue russe, alors que quand même, il faut le dire, 83% de la population ukrainienne parle russe couramment, tous les jours. Donc c'est quand même un peu surprenant. Et également, il y a la question très importante de l'Église orthodoxe, qui ne se voit, l'Église orthodoxe qui était du catholique, patriarcat de Moscou, qui se voit objectivement persécutée, qui est un élément très important du monde russe et de beaucoup d'Ukrainiens. Il y a eu notamment toutes sortes le personnel, le clergé de la Lore de Kiev a été persécuté. Ils ont été malmenés, molestés. On leur a interdit l'accès à leur propre lieu de culte. Donc effectivement, ce ne sont pas des conditions qui peuvent agréer à Poutine. Donc Zelensky n'est prêt à faire aucune concession sur rien, donc ça pose déjà un problème pour démarrer des négociations. Et deuxième point très important, c'est que n'oublions pas que Zelensky n'est plus légitime, que depuis mai 2024, son mandat est échu. Alors les Russes, par ironie, l'appellent le président périmé. Vous soulignez l'ironie de la rhétorique, disons, moscovite, mais bon, cela a été précisé, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que justement cette attaque vis-à-vis ad personam de Zelensky. Il y a un souci de légitimité, il y a un souci juridique qui se pose sur la pérennité, sur la valeur d'une signature. Poutine a dit « je peux le rencontrer, mais ce ne doit pas être lui qui signe ».
Voilà, qui signe les accords puisqu'il n'est pas légitime. Poutine disait, encore avec les membres du Parlement, parce que apparemment, selon la législation ukrainienne, lorsque le mandat du président est atteint, il n'est plus légitime. En revanche, le Parlement ukrainien, les membres restent légitimes. Donc il dit encore avec le Parlement, on pourrait signer quelque chose, mais non pas avec un président légitime, et on peut le comprendre. Alors, justement, quelle serait la valeur potentielle d'un accord si c'est Zelensky qui serait le signataire ? Aucune. Bon, aucune. En tout cas, les exigences russes sont suffisantes pour convaincre a priori Donald Trump de la bonne volonté de Moscou. Et en même temps, il l'a affirmé hier, l'Amérique ne paie plus pour armer l'Ukraine, après avoir payé, rappelons-le quand même, 350 milliards de dollars sous l'ère Biden. Trump est-il aussi quand même gagnant de la situation actuelle, selon vous ? Absolument. Et d'ailleurs, le Financial Times a révélé que lors de leur voyage à Washington, les Européens et Zelensky s'étaient engagés à acheter pour 100 milliards de dollars d'armement américain pour Kiev, mais payé par les Européens. Voilà. Alors bon, ça peut paraître un peu déraisonnable. On ne sait même pas, vu les finances actuelles de l'Europe, on se dit que c'est un petit peu surréaliste. Mais bon, malgré tout, ces engagements sont pris, donc on peut imaginer qu'au moins une partie sera tenue. Alors je voudrais reparler du terrain, du front concrètement, Raphaël Leclerc. Il n'y a toujours pas d'écroulement du front, mais chaque semaine, on entend des percées de quelques kilomètres de la part des forces russes. Concrètement, les forces ukrainiennes sont mises à mal. Kupiansk, dernièrement, qui se trouve au nord du Donbass, dans la région de Kharkov. La situation semble très difficile pour les forces ukrainiennes. Des hackers russes, la semaine passée, ont revendiqué avoir divulgué des dossiers des pertes ukrainiennes, élevant les pertes ukrainiennes donc à 1,7 million de morts et disparus depuis 2022. Le chiffre semble colossal, vraiment très important, 600 000 depuis le début de l'année. Comment jugez-vous, Raphaël Leclerc, ce chiffre ? Est-il précis ou un petit peu à côté de la blague, disons-le ? Vous savez, pendant la guerre, les chiffres font l'objet de la propagande. On a toujours tendance, évidemment, ça fait partie de la propagande de guerre, à augmenter les chiffres des pertes ennemies et à minimiser les nôtres. Donc ça, c'est un grand classique. En ce qui concerne ces 1,7 million, ça me paraît peut-être un peu exagéré, pour les raisons que je viens de dire. Mais ce qui est certain, c'est que les pertes sont colossales. C'est une vraie boucherie, il faut le dire. C'est un petit peu comme la Première Guerre mondiale pour nous. Et franchement, quand je vois, par exemple, des experts militaires en France se réjouir qu'avec le flamant rose, on va ravager des provinces russes... Vous parlez du nouveau missile ukrainien. Oui, voilà, tout à fait. Je me demande dans quelle dimension ils sont, parce que quand on voit des pertes aussi immenses côté ukrainien, on se dit qu'il faudrait peut-être arrêter les frais et d'arrêter d'être généreux avec la vie des autres. Vous avez évoqué, Raphaël Leclerc, les intérêts pour les USA dans la situation à la suite évidemment du sommet ou lors du sommet d'Anchorage et puis ensuite avec le sommet à Washington avec les dirigeants européens. Il y a évidemment la situation pacifiée avec la Russie, mais qu'entendez-vous exactement par ces intérêts américains vis-à-vis de Moscou ? Eh bien, alors que les Européens courent un petit peu après l'ombre de ce qui soupçonne être les accords russo-américains dont on ne sait rien en fait, mais tout le monde pense qu'il ne s'agit que d'annonces qui concernent le front ukrainien. Moi, je pense que l'essentiel de ces accords, donc d'Anchorage, concernait l'après-guerre, en fait. Ce qu'on fait, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait au moment de la Deuxième Guerre mondiale, un économiste allemand qui s'appelait Ludwig Erhard, qui ne faisait pas partie du parti nazi, qui n'a jamais adhéré, et qui était un économiste brillant, et qui est ensuite devenu le ministre de l'économie allemande après la guerre, et ensuite chancelier allemand, après Adenauer. Et donc, ce monsieur, déjà, dès 1943, il avait très bien compris que la bataille était perdue, que le Reich avait perdu. Et donc, il se mettait déjà à préparer l'économie d'après-guerre. Et il me semble, alors je ne fais pas de comparaison qui est qui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce même souci chez les deux dirigeants, la même lucidité, de savoir que le sort en est jeté d'une certaine manière, et de préparer l'après-guerre. Alors, concernant votre question en particulier, effectivement, les États-Unis et la Russie ont énormément d'intérêts en commun. Donc, comme j'ai dit, Poutine met un point d'honneur à faire une normalisation
des relations, à augmenter les échanges, à essayer que ce soit au niveau énergétique, etc. De pouvoir. Alors il y a aussi un sujet très important qui sont les accords d'armement, les accords de sécurité qui sont valables, on le rappelle, jusqu'en février 2026. Donc il faudrait quand même s'en préoccuper parce que sinon on va se retrouver très bientôt avec plus aucun accord pour limiter les armements. Donc ça c'est un sujet essentiel et c'est certain qu'ils en ont parlé. Après, il y a d'autres sujets qui sont davantage des sujets de friction, à mon avis, qui concernent évidemment la relation avec la Chine. Et d'ailleurs, Poutine est en voyage du 31 août au 3 septembre en Chine. Donc on voit qu'il joue sur les deux tableaux, à la fois tableau américain, tableau chinois. Il est déjà, absolument... nous, on se concentre que sur notre petite lorgnette, le front ukrainien, les États-Unis. Mais Poutine voit bien sûr beaucoup plus large et considère également les relations avec la Chine et également un sujet dont personne ne parle et à mon avis qui est fondamental, qui est le Sud-Caucase. Il faut savoir qu'une semaine... L'Arménie, l'Azerbaïdjan. Oui, une semaine... Initialement, il y avait la Russie entre les deux. Voilà, à l'origine, c'était la zone d'influence russe. Et une semaine précisément avant l'accord, avant le sommet d'Anchorage, vous savez que les deux dirigeants, donc arméniens et azéris, se sont rencontrés à Washington sous le haut patronage de Donald Trump pour signer un accord. Et alors ça, je peux vous dire que c'est une sacrée épine dans le pied, pour pas dire un casus belli à Poutine, qui considérait le Sud-Caucase comme sa zone d'influence. C'est un petit peu comme si... tout d'un coup, je rappelle, dans cet accord comprend la construction d'un corridor de transport qui s'appelle le corridor de Zanzigour. Et c'est un petit peu comme... L'initiative pour la paix et la prospérité Trump. Oui, bien sûr. TRIP. Toujours. Voilà, TRIP ou Bridge. C'est aussi un acronyme de développement, etc. Qui veut dire pont, mais en même temps qui est un acronyme de toutes sortes de choses merveilleuses. Et c'est un petit peu comparable à si tout d'un coup, la Russie se prenait de construire une autoroute au Mexique. Je ne pense pas que la Russie, les États-Unis le verraient d'un bon œil. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe avec le corridor de Zanguezour. C'est vraiment dans la zone de prédilection russe, c'est aux portes de l'Iran, qui est allié russe. Donc ça met vraiment une grosse pagaille dans cette zone. Et j'ai quasiment la certitude qu'il y a eu des marchandages, en fait, d'allègement du front ukrainien, donc au bénéfice des Russes, parce qu'évidemment c'était un fardeau pour les Russes de toujours alimenter, mais en revanche de concéder une présence américaine dans un endroit où ça les embête vraiment. J'en suis certaine. Voilà. Alors qu'est-ce que cela dit du monde multipolaire que vous avez esquissé déjà il y a quelques instants, sur le fait que les grandes puissances vont se partager les zones? Pour vous, c'est cela qui est en jeu actuellement? Oui, tout à fait. Et précisément dans le Caucase Sud, alors si on reprend les théories géopolitiques de Spykman avec le Rhineland, cette zone, le Caucase Sud, est vraiment le verrou de toute l'Eurasie, de tout le mainland continental. Et donc, parce que évidemment, c'est sur la route de la soie, c'est... je l'ai dit, au nord de l'Iran. Ce sont des corridors énergétiques absolument faramineux, jusqu'à la Caspienne et l'Asie centrale. L'océan Indien, si on part de Saint-Pétersbourg. Bien sûr. Donc, ce sont des enjeux considérables. Je ne comprends pas que personne n'en parle, parce que, à mon avis, c'est ça demain, en fait. C'était ça le sujet, en fait, d'Anchorage, clairement. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, le front ukrainien, c'est de l'histoire ancienne. C'est une situation qui, à l'évidence, est réglée. Sur le terrain, on sait très bien que l'Ukraine ne va jamais vaincre. Alors, on peut décider de sacrifier davantage d'hommes des deux côtés ou de trouver un compromis au plus vite pour économiser des vies, ce qu'on peut évidemment espérer. Mais d'une certaine manière, l'affaire est réglée. Il faut juste, régler les modalités. En revanche, maintenant, les projecteurs doivent se braquer sur le Caucase Sud parce que c'est là que tout va se jouer, à mon sens. L'affaire est réglée, mais pas dans d'autres régions. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Raphaëlle Auclair, merci beaucoup d'avoir répondu présente à l'appel de Choc de Monde une nouvelle fois. Je rappelle que vous êtes spécialiste du monde russe, nous l'avons compris, mais aussi que vous êtes co-auteur avec Pierre de Jong de l'essai Poutine, Lord of War. Raphaëlle Auclair, merci encore. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, ce premier épisode d'une nouvelle saison de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de le partager, de le commenter, de le liker, comme on dit. Merci à tous et à bientôt.